Je vais vous parler du chamanisme, le chamanisme en général et le chamanisme mongol en particulier. Le chamanisme est la tradition spirituelle la plus ancienne qu'on puisse trouver depuis des temps immémoriaux. Elle est gardée par les peuples primordiaux et pratiquée telle qu'elle depuis très très longtemps. Alors certains de ces peuples racines ont décidé de transmettre leur savoir pour que nous puissions évoluer plus vite, puisqu'il y a urgence au niveau de la terre-mère. Et c'est peut-être un peu pour ça que le chamanisme est aujourd'hui un peu à la mode. Il y a ce côté mode, mais il y a aussi ce côté transmission des peuples primordiaux qui ont besoin de nous transmettre leurs connaissances. On vit une époque formidable puisqu'on se rend compte que les scientifiques eux-mêmes, avec la science quantique, sont en train de se rendre compte qu'il y a d'un côté un monde bien palpable qui serait issu d'un potentiel qui existerait dans des champs morphiques qui, eux, seraient non visibles. Et les chamans, depuis la nuit des temps, nous disent qu'il y a un monde visible et qu'il y a un monde non visible. Et que ce monde non visible interfère sur notre monde visible. Et donc ce monde non visible, les chamans l'utilisent. Le chaman est celui qui a la capacité d'aller dans ce monde non visible et de revenir dans le monde visible. Et il peut acquérir des capacités dans le monde non visible. Par exemple, il va se connecter avec ce qu'on appelle ses esprits. Ce sont des personnes qui peuvent l'enseigner, mais c'est aussi des personnes ou des animaux ou des êtres végétaux qui vont lui donner du pouvoir. On parle de pouvoir en chamanisme, mais on pourrait remplacer par le mot puissance. Et donc cette puissance qu'il va trouver dans le monde non visible va l'aider dans ce monde visible, notamment pour faire des soins. Voilà. Et donc dans l'enseignement, il peut y avoir des enseignements pour lui, des enseignements pour son client, mais aussi des enseignements pour la communauté. Par exemple, les chamans des anciens temps recherchaient le gibier, parlaient du voyage chamanique. Et le chaman peut recevoir de ses alliés, c'est comme ça qu'on les appelle dans le monde non visible, peut recevoir aussi des prophéties, c'est-à-dire que c'est une vision sur l'avenir d'une communauté ou même de l'humanité. Et c'est comme ça que certaines prophéties existent chez plusieurs tribus qui permettent de savoir comment le monde va évoluer. Et on est dans une période charnière où tout ce qui se passe aujourd'hui a été plus ou moins décrit par les prophéties. Et c'est pour ça que les chamans partagent leurs enseignements, partagent leur savoir, parce que c'est leurs prophéties aussi qu'ils le disent. Et la situation est suffisamment grave pour que certains enseignements qui étaient restés secrets soient maintenant divulgués. Donc certains chamans dans ce monde non visible peuvent contacter aussi l'avenir, donc il y en a qui peuvent lire l'avenir, mais c'est aussi un monde où on va pouvoir contacter les ancêtres. Alors les ancêtres peuvent être présents avec nous dans un rituel sacré, dans une guérison, pour justement recevoir aussi des guérisons avec nous et aussi nous aider, nous donner des enseignements. Alors généralement, dans le chamanisme, on considère que c'est l'âme du chaman qui va voyager dans les autres mondes et qui revient. Ça, c'est ce qui va différencier le chamanisme en règle générale, le chamanisme mongol, où le chamanisme mongol, l'esprit va être beaucoup plus présent. Déjà, c'est l'esprit qui va décider quelle est la personne qui va devenir chaman. Et à ce moment-là, dans le chamanisme mongol, les chamans n'ont plus le choix. À un moment donné, lorsque l'esprit a décidé que ce serait cette personne-là,
ça devient très compliqué pour un chaman s'il refuse cette mission. Il peut avoir son troupeau qui devient malade. Il peut lui-même devenir malade et tant qu'il risque même de mourir. C'est souvent des maladies que la médecine n'arrive pas à soigner. Et tant qu'il n'a pas accepté ces esprits, eh bien, il n'est pas tranquille. Donc je disais que dans le chamanisme, en règle générale, c'est le chaman qui voyage. Là, dans le chamanisme mongol, c'est l'esprit qui va venir dans le corps du chaman et ça crée ce qu'on appelle la transe. Donc, deux manières de travailler avec les esprits, le voyage chamanique et la transe. Et tout le chamanisme sibérien et mongol se pratique par la transe, ce qui fait que dans les cérémonies, il peut y avoir des choses un peu comme ça impressionnantes parce que l'esprit est dans le corps du chaman. Et donc c'est l'esprit à travers le corps du chaman qui va proposer des guérisons. Le chant que va chanter l'esprit à travers le corps du chaman va être un chant guérisseur et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc le chaman mongol, dès qu'il sent la présence de ces esprits qui veulent venir en lui, à ce moment-là, il va consulter un enseignant. Et c'est cet enseignant qui, pendant des années, va l'aider à travailler convenablement avec ces esprits. Donc un chaman, en tout cas mongol, est celui qui a été désigné par les esprits, qui a été formé par un initiateur et qui fait partie d'une lignée. Parce que un des avantages du chamanisme mongol, notamment la lignée d'Ara dont je fais partie, il n'y a eu aucune interruption dans les lignées de maître à disciple. Et ça, d'après les chamans mongols, ça remonte jusqu'à Gengis Khan. Et donc depuis, on pourrait dire, Gengis Khan jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune coupure d'initiation dans la lignée. Et c'est ce qui fait aussi la force du chaman mongol, c'est qu'il travaille avec ses esprits, mais aussi avec toute sa lignée et tous les chamans qui l'ont précédé et qui sont avec lui dans ce travail-là. En Mongolie, on désigne souvent deux esprits, les esprits des ancêtres, du propre chaman, ses ancêtres qui reviennent et qui ont souvent été chamans avant et qui reviennent dans le corps du nouveau chaman. Et puis, les esprits de la nature. Voilà, deux sortes d'esprits qui travaillent en concert et qui permettent de faire des soins. Alors, le chamanisme, c'est pas un enseignement qu'on pourrait comparer à un enseignement comme à l'école. C'est un enseignement qui se fait par des cérémonies. Parce que à l'école, on apprend quelque chose de mental et c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est une transmission, quelque chose qui passe de l'enseignant à l'enseigné, de son expérience et non pas de sa connaissance, de ce qu'il sait. Et donc, tout travail en chamanisme passe par des cérémonies. Donc, on voit un peu à quoi correspond une cérémonie. Donc, une cérémonie, c'est ce qui permet de passer d'un espace profane à un espace sacré. Et donc, dans cet espace sacré, il va y avoir un moment où il va y avoir des rituels. Et le rituel est là pour appeler les esprits. Et donc, traditionnellement, on peut appeler les esprits dans sa yourte, sur un lieu porteur, un lieu de pouvoir, comme on les appelle. Mais il y a une ancienne tradition, une tradition d'Arat mongole, où on utilise un arbre sacré, un arbre consacré, qui va permettre d'aider l'esprit à venir dans la cérémonie. Donc dans ces cérémonies, on fait beaucoup d'offrandes et ça c'est valable sur toute la planète et pas que pour le chamanisme. Les offrandes ont deux aspects bien différents. Le premier aspect, c'est pour attirer des esprits. Voilà. En Mongolie, on donne de la vodka aux esprits parce que généralement, c'est des esprits ancêtres et donc ils buvaient de la vodka, donc on leur donne de la vodka. Au-delà de l'aspect culturel, il y a vraiment l'envie de faire plaisir aux esprits. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on prépare
des offrandes, on y met son énergie, on y met ce qu'on est, on y met tout ce qu'on désire, voilà. Et ça permet de marquer énergétiquement les offrandes que l'on donne. Et lorsque l'esprit va venir après le rituel, eh bien, il va venir sur les offrandes et du coup, comme on a marqué énergétiquement nos offrandes, eh bien, ces esprits sont à même de venir pour nous aider dans notre rituel de guérison. Sinon, à part ça, le principe de la cérémonie, en tout cas mongole, chamanique mongole, est très simple. On fait appel aux esprits, les esprits viennent et c'est les esprits qui font le travail au sein de l'assistance. Donc le chaman peut avoir prévu des soins, hein, donc le chaman peut travailler en soins individuels dans son cabinet ou dans sa yourte quand on est en Mongolie. Donc il peut, pour un soin un peu plus compliqué, il peut décider de le faire dans la cérémonie, parce que les cérémonies sont toujours beaucoup plus puissantes. Il peut aussi, lorsqu'il joue du tambour, sentir qu'une personne d'assistance a besoin d'un soin. Et à ce moment-là, il va se diriger vers la personne ou demander à son assistance de l'amener vers lui. Mais il peut aussi y avoir des soins spontanés comme ça qui se créent parce que les esprits viennent travailler chez les personnes qui sont dans l'assistance. Selon le degré de sensibilité de la personne qui va recevoir l'énergie des esprits, il va y avoir différentes sensations qui peuvent se produire. La première, il peut rien se produire aussi, hein, si la personne se défend quand c'est la première fois qu'elle assiste à une cérémonie, eh bien, voilà, il peut rien se passer, c'est pas très grave. La deuxième chose, c'est qu'il peut y avoir des émotions qui viennent. Et à ce moment-là, bon, c'est comme un nettoyage, hein, les émotions sortent du corps et du coup, tout est beaucoup plus libre, l'énergie circule dans le corps et voilà, on sort ces émotions et ça permet de libérer le corps. On peut aussi avoir des visions, c'est-à-dire que lorsque on se pose des questions sur notre avenir, sur ce qu'on doit faire dans la vie, et ça c'est très chamanique, hein, on est tous uniques, on doit tous faire quelque chose pour notre communauté. Donc l'esprit peut nous envoyer comme ça des visions qui nous permettent de savoir ce qu'on doit faire dans notre vie. Le participant peut recevoir des enseignements. Alors des enseignements pour lui-même, évidemment, sur ce qui serait bien de faire pour évoluer, mais aussi des enseignements pour l'univers. Et ça, comment fonctionne l'univers? On peut avoir des enseignements comme ça, et ça, c'est toujours des moments super forts. Et puis, en dernier lieu, certains participants peuvent bâiller beaucoup, sentir que leurs membres font un peu ce qu'ils font tout seuls des choses sans qu'ils les aient commandées. Et là, on assiste au début d'une transe, voilà. Et à ce moment-là, ça veut dire que l'esprit est tout proche, voire commence à rentrer dans la personne. Le chaman mongol reçoit 2 initiations principales. La première, c'est lui permettre d'intégrer complètement dans son corps l'esprit avec lequel il travaille. Et à ce moment-là, il reçoit une guimbarde. Donc c'est pour ça que vous verrez dans la cérémonie jouer de la guimbarde. Ça permet d'appeler les esprits, ça peut aussi permettre de faire un soin. Et lorsqu'il reçoit cette guimbarde, le chaman doit jouer de cette guimbarde tous les jours pendant 1 an. Essayer d'appeler les esprits tous les jours, parce que c'est cet équipage entre esprit et chaman qui va faire que le travail va être efficace ou pas. Il y a une deuxième initiation où le chaman là reçoit son tambour. Donc on appelle le chaman qui n'a que la guimbarde, le chaman à pied, et puis celui qui a son tambour, on appelle ça le chaman à cheval. Pourquoi on l'appelle à cheval? Parce que le tambour possède un esprit à part entière. Et du coup, le chaman travaille avec l'esprit de son tambour. Il va faire les soins avec l'esprit de son tambour. Il va partir en voyage avec l'esprit de son tambour. Et comme en Mongolie, quand on part quelque part, on le fait toujours à cheval. Donc voilà, le chaman mongol part en voyage avec son esprit cheval qui est son tambour. Lors de sa deuxième initiation, le chaman reçoit aussi un costume, des bottes
et un masque. Alors le costume, c'est comme une armure qu'il va enfiler pour se protéger. Il a aussi un disque en laiton, on l'a peut-être vu dans les cérémonies, qui lui sert de protection, mais qui sert aussi pour nettoyer les énergies. Il peut l'utiliser pour ça. Il peut aussi, certains chamans l'utilisent pour faire de la divination, comme on appelle ça un miroir, et en état de conscience de modifier, on peut voir des choses sur son miroir. Voilà. Donc le costume est un véritable bouclier, mais il est quand même troué au niveau des aisselles pour que les esprits puissent rentrer quand même. Il faut pas... Voilà. Les bottes, alors les bottes sont en peau de chèvre rouge. Donc la symbolique, c'est avoir l'agilité de la chèvre. Parce que vous avez vu que le chaman se déplace beaucoup, bouge beaucoup, et ça permet d'être plus fluide. Le chaman mongol a aussi un masque avec des franges qui lui couvrent le visage et surtout qui lui empêchent de voir ce qui se passe à l'extérieur, dans le monde visible. Et ça, symboliquement, c'est exprimer que celui qui est derrière le masque, c'est pas le chaman, l'homme, mais l'esprit. Toute la symbolique qui est là. Sur le masque, il y a aussi le symbole de la svastika. C'est un symbole bouddhiste qui a été repris et mis à l'envers par Hitler, mais ce symbole est au départ un symbole bouddhiste et un symbole positif. Et il se retrouve sur le masque du chaman, enfin sur mon masque en tout cas, parce que le bouddhisme et le chamanisme en Mongolie, en tout cas aujourd'hui, travaillent ensemble. Le chaman est aussi une personne qui est capable de travailler avec les 4 éléments. Donc l'eau, la terre, le vent et le feu. Et c'est une raison pour laquelle pendant toute la cérémonie, il y a le feu qui brûle pour protéger des mauvais esprits et puis pour apporter l'énergie du feu qui est une énergie qui permet de propulser, d'aller plus loin, pour faciliter le travail du chaman. Le chaman a souvent un assistant ou une assistante. Ça lui permet déjà de s'habiller parce que le chaman revêt l'habit, souvent l'esprit est déjà là. Donc il n'est pas toujours cohérent avec ses mouvements. Donc l'assistante l'aide. Et puis surtout pendant la cérémonie, dans l'état de transe, le chaman ne sait pas trop où il est. Il peut faire des faux pas, tomber, et donc l'assistante est là pour pas que des gens se blessent, pour pas qu'il y ait des gens qui se fassent mal par un coup de tambour du chaman ou des choses comme ça. Et puis l'assistante est celle qui gère la cérémonie, c'est-à-dire c'est elle qui emmène les gens pour le soin. C'est elle qui sait quand est-ce qu'une personne peut rester dans son état ou avoir besoin du chaman. C'est aussi celle qui va faire tourner le genévrier. Le genévrier est une plante en fumigation qui permet de purifier et qui permet aussi aux personnes qui sont un peu parties de revenir. Donc l'assistante, elle fait tout ça. Et puis en plus, en Mongolie, certains chamans reçoivent des enseignements de leur esprit. Et leur esprit est un chaman de l'ancien temps qui ne parlait pas le mongol d'aujourd'hui. Donc cet esprit, cet ancêtre, parle avec des mots qui n'existent plus aujourd'hui. Et donc l'assistant ou l'assistante traduit ces anciens mots, cette langue ancienne, chamanique souvent, c'est une langue chamanique, en mongol moderne. Donc l'assistant a un rôle vraiment très 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 important et il y a beaucoup de travail dans une cérémonie. Le point le plus fort dans la cérémonie, c'est évidemment les soins. Le chaman, dans le monde non visible, va voir des choses que l'on ne voit pas dans ce monde-là. Il va voir des choses qui ont besoin d'être enlevées, donc ce qu'on appelle dans tous les chamanismes une extraction. Donc, soit il le fait avec ses alliés de pouvoir ou avec son tambour.
il peut utiliser son tambour pour faire ses extractions. Ce qui fait que certaines personnes peuvent avoir des tremblements ou des choses comme ça qui font qu'on a l'impression qu'ils sont en transe. Mais non, c'est juste que le chaman, énergétiquement et spirituellement, a enlevé quelque chose qui ne fonctionnait pas et que le corps se remet tranquillement en place et il a besoin de cette abréaction nécessaire pour tout remettre en place. Le chaman aussi peut avoir envie de remettre quelque chose que la personne a perdu. Ce qu'on appelle les recouvrements d'âme. Bon, on va pas faire un grand discours là-dessus, mais la personne peut avoir perdu une partie de son identité suite à des gros traumatismes, et à ce moment-là, le chaman a la possibilité de lui remettre cette partie perdue. Le cas le plus classique, c'est une personne qui a vécu des attouchements ou carrément un viol. À ce moment-là, il y a une dissociation qui se produit entre l'esprit et le corps. Ça, les psychologues connaissent cet état où il y a une partie qui n'assiste plus à la scène pour que la personne soit protégée. Malheureusement, cette partie de personne qui n'assiste plus à la scène peut ne pas revenir. Et à ce moment-là, il y a des qualités qui sont plus disponibles à la personne, comme l'estime de soi ou des choses comme ça. Le travail du chaman, c'est d'aller rechercher cette partie-là et de la redonner à son client, pour que la personne soit entière. Un autre soin qu'on pourrait apparenter dans notre médecine moderne au transgénérationnel, pour le chaman, c'est les ancêtres. Donc les ancêtres peuvent interférer dans notre vie, soit en bien, soit en mal. Et lorsque une chose a été mal vécue par un ancêtre, il peut impliquer toute une lignée. Un exemple, si par exemple cet ancêtre a gagné beaucoup d'argent et qu'il s'est aperçu que cet argent a servi à corrompre, eh bien, il peut demander à envoyer comme ça une énergie à ses descendants, comme quoi l'énergie de l'argent n'est pas bonne. Et à ce moment-là, les descendants vont avoir du mal à gagner de l'argent. Donc il faut refaire un travail, aller contacter cet ancêtre-là, faire le travail de guérison par rapport à l'argent pour que la personne aujourd'hui puisse recevoir l'abondance comme elle le souhaite. Donc voilà, tout un travail sur les ancêtres qui souvent transforme très rapidement les personnes. La cérémonie a eu un commencement avec l'ouverture de l'espace sacré. Elle doit avoir une fin avec la fermeture de l'espace sacré. Cette fermeture se fait à nouveau avec la guimbarde. Et après, on propose du lait et on jette du lait à l'arbre, aux esprits pour les remercier, à la fois pour les remercier de ce qu'ils nous ont donné, mais aussi pour les remercier en leur disant qu'ils peuvent aller travailler avec d'autres personnes. Voilà, donc ça c'est la manière officielle de terminer la cérémonie. Et après, moi, en tant que chaman occidental, je rajoute le fait de se mettre en rond autour du feu pour partager de la gratitude, parce que je pense que c'est important de partager cette gratitude. Puis comme chaque fois qu'on se guérit soi-même, on guérit la planète. Donc on va jusqu'au bout de ce processus, et c'est là qu'on prend nos mains et puis tout ce qu'on a mis dans le feu, tout ce qu'on a mis au centre du cercle, eh bien on va le partager dans un grand cri de joie avec l'humanité tout entière. Voilà, ça c'est très symbolique, mais ça me tient à cœur puisque le chamanisme doit aussi servir une cause plus grande que la nôtre. Dans cette partie-là de cérémonie qui est terminée, dans cet élan de joie, de partage, qui est vraiment très important puisqu'on a beaucoup travaillé et on doit être dans la joie, eh bien on partage aussi les offrandes qu'on a fait aux esprits, puisque maintenant elles ont été chargées pendant toute la cérémonie de l'énergie des esprits. Eh bien on la partage tous ensemble dans cette notion de partage et de joie.
Et ça permet aussi aux personnes d'intégrer leurs soins, puisque l'intégration du soin est aussi importante que le soin lui-même. Donc ça permet aux personnes de repartir chargées de cette énergie des esprits qui vont encore les accompagner pendant quelques jours ou quelques semaines.